Le salaire est la somme d'argent que le capitaliste paye pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d'un travail déterminé. Je suis très content de commencer par cette citation. Comme vous le savez, nous fêtons les 200 ans de la naissance de Marx. Pendant les 100 ans passés, les classes capitalistes n'ont cessé de prétendre que le marxisme était obsolète. Mais c'est intéressant de constater qu'à chaque crise, les mêmes font toujours appel à Marx. Certains mots sont d'un usage si courant qu'on finit par les utiliser sans en interroger le sens. Travail, par exemple. L'homme travaille depuis la nuit des temps, et depuis le Paléolithique, le terme travail n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, c'est un mot qui recouvre des réalités très différentes. Selon Marx, le travail est une contribution de l'homme pendant un temps déterminé. Plus précisément, un échange entre l'homme et la nature pour réaliser un objectif. C'est à la fois intellectuel et physique. En tant que professeur à l'université, lorsque je fais des recherches ou que je donne des cours, il s'agit d'un travail physique et intellectuel. Quand des paysans travaillent au champ, il s'agit aussi pour eux d'une activité physique et intellectuelle. Sur la chaîne de production, les ouvriers qui utilisent les machines et produisent des objets travaillent eux aussi intellectuellement et physiquement. Travail, en français ça vient de tripalium, donc plutôt un instrument de torture, alors que work en anglais renvoie plutôt à des éléments justement de création. Donc soit on voit l'effort, soit on voit la création, mais dans les deux pays, on voit bien, dans les deux langues, la distinction fondamentale par rapport à une situation de relation où on cherche à vous impliquer dans votre acte de production, c'est-à-dire le travail. En fait, dans la langue française, le sens premier du travail, c'est les peines de l'accouchement. C'est une femme au travail. Donc, dans ce sens, déjà, nous avons cette ambivalence profonde d'un acte qui, à la fois, est l'acte créateur par excellence et qui est la souffrance, une souffrance que les hommes sont exemptés. Et ce sens ne renvoie pas, historiquement, à des compétences, à des qualifications particulières. Jusqu'à, disons, l'avènement de l'âge industriel, tous ceux qui mettaient en œuvre un savoir, une compétence, pour rendre des services, on ne disait pas d'eux qu'ils travaillaient, mais qu'ils œuvraient. Et nous avons encore, le mot français ouvrier, c'est œuvrier, c'est celui qui œuvre. Et il œuvre en mobilisant un savoir et des compétences qu'il a incorporés en lui-même. Les mots sont extrêmement importants. Autour de 80, des années 1980, on a changé les mots et on a changé la représentation qu'on pouvait avoir du monde du travail. Par exemple, les ouvriers ont disparu. Ils sont devenus des opérateurs, des conducteurs d'installation ou des pilotes de ligne. Et on parlait plus de qualification, mais de mission, de compétences. On parlait plus de collectif, mais d'air, de zone, etc. Et maintenant, sont arrivés tous ces mots anglais, mais qui ont brutalement transformé la perception qu'on pouvait avoir de la réalité du monde du travail. Tout ce qui est le business to business, le scrum, l'agilité, les team building, même en français, les cadres sont devenus des talents. On retire tout le prisme à travers lequel l'opinion publique considère les travailleurs. In a contemporary society,
Dans une société contemporaine, au moins un tiers du travail est réalisé en dehors des entreprises. Par exemple, faire le ménage à la maison, élever des enfants, cuisiner, etc. Et ça occupe un tiers de toutes les heures de travail. On n'appelle pas ça du travail parce que ce n'est pas payé, mais si vous engagez quelqu'un pour s'occuper de vos enfants, ça c'est du travail, parce qu'il y a un salaire, de l'argent qui est versé. Si vous le faites vous-même, vous êtes parent et ce n'est pas appelé du travail. L'enjeu de ce travail à la maison n'est pas mentionné par Marx. Ce n'est pas une question pour lui, même s'il parle de la reproduction sociale, de l'aide familiale, pour que le travailleur puisse retourner travailler tous les jours. Il ou elle a besoin d'être soutenu par quelqu'un d'autre pour survivre, et ça aussi c'est du travail. La salariée qui rentre, qui a travaillé derrière sa caisse à Paris, qui fait son heure de RER ou plus pour rentrer chez elle, elle va s'occuper de ses enfants, elle va préparer le dîner, c'est du travail. C'est du travail. Peut-être elle va s'engager dans son syndicat. Elle va, dans le syndicat, aller distribuer des tracts, contribuer à rédiger des motions. C'est du travail. Ou elle va se faire élire politiquement, ou elle va entrer dans une association ou une ONG, etc. C'est du travail. Je dirais même que lorsque je croise quelquefois dans des ascenseurs au petit matin, pas des nourrissons, des petits qu'on emmène à la crèche, ils commencent à faire l'apprentissage du temps de travail. On les sort de leur lit tous les matins et à nos enfants, nous allons dire « tu vas bien travailler à l'école ». Ce qui ne nous interdit pas, dans le même temps, de dire que nous interdisons le travail. C'est une des règles de l'OIT. Le travail des enfants est interdit. Mais on dit à nos enfants qu'il faut bien travailler à l'école. Donc vous voyez que autour de cette notion de travail, ça flotte un peu. Le travail, le problème, c'est comme toujours, c'est est-ce qu'on est en train de discuter des mots ou des choses, hein, et c'est là où les mots sont en même temps des repères et des aides pour se guider dans les choses, et puis en même temps peuvent nous embêter. Vous avez des gens qui parlent du travail, y compris pour les animaux. Hein, après tout, on dit bien un travail de fourmi, voilà. Et si on définit le travail dans un sens très très large, comme une activité faite pour interagir avec son milieu afin de le modifier pour satisfaire certains de ses besoins, évidemment que le travail a existé de tout temps, et encore une fois, il n'est même pas spécifique à l'être humain. Alors par contre, ce qui est spécifique à l'être humain, c'est d'avoir des idées sur le travail, et c'est d'avoir des sociétés qui l'organisent, ce travail, d'une manière spécifique. Hein, et de ce point de vue-là, la forme capitaliste ou moderne du travail, ça c'est certain, elle n'a pas existé dans toutes les sociétés. Alors, je crois vraiment, oui, il faut partir d'un constat un peu troublant, c'est qu'il y a une espèce de silence, en tout cas de ma discipline, l'économie, et ça vaut presque aussi pour Marx, un silence sur le contenu du travail. Et là, il y a une chose absolument sidérante, c'est que le travail n'est perçu que de façon négative. C'est-à-dire, pour dire les choses techniquement, il n'y a que deux sources de satisfaction, d'utilité, dans notre jargon, pour un humain quand il travaille, ou quand il ne travaille pas, c'est la consommation et le loisir. Et donc le travail est une perte de temps, et une fatigue, une source de désutilité, mais qui est évidemment utile, puisque c'est ce qui va lui permettre d'avoir un salaire qui va financer ses dépenses de consommation. On ne travaille pas en fonction de son salaire. Il y a nécessairement dans toute activité professionnelle, donc dans tout travail, la volonté de faire quelque chose qui fasse sens pour soi et pour les autres. Quelque chose, comme dit par exemple le psychologue Yves Clos, dans lequel on peut se reconnaître
et aussi dans lequel on puisse être reconnu pour ses propres qualités. Donc, et on se donne d'une certaine façon. Il y a une quinzaine d'années, quand il y avait des grands plans de licenciement, les ouvriers ou les ouvrières disaient « Mais j'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise, j'ai donné 15 ans, 30 ans, et on me chasse comme ça ». Donc on voit bien que dans leur esprit, ce n'était pas uniquement le cadre d'un échange « J'y y été pour travailler pendant un temps déterminé et faire ce qu'on me disait de faire contre du salaire », c'est « Non, j'ai donné ma vie ». Une ancienne petite copine m'a dit, quand on prétend que les gens ne veulent pas travailler, le meilleur contre-argument est de regarder les prisons. Dans beaucoup de prisons, même celles de haute sécurité, où les détenus ne sont pas obligés de travailler, c'est une menace de leur enlever le droit de travailler. En fait, même les criminels endurcis préfèrent nettoyer les toilettes ou travailler dans la bibliothèque que de traîner. Personne ne veut passer sa journée à ne rien faire. Ça rend fou. Alors, voilà, Navel décrit un moment de félicité au travail pour un terrassier. Vous voyez, je prends ce qu'on peut considérer comme étant vraiment le plus bas de gamme dans la prestation de travail. Il faut travailler en souplesse, surveiller ses mouvements. On ne manie bien la pioche que si on lui a prêté de l'attention. Les terrassiers s'en servent avec économie d'effort. Leurs gestes sont intelligents, bien réglés. Manier la pelle sans excès de fatigue, faire chaque jour une tâche égale, exige de l'habileté. Quand il doit rejeter de la terre d'une tranchée très profonde, il n'est pas de terrassier qui ne se réjouisse de son lancer de pelle. De la répétition du même effort naît un rythme, une cadence où le corps trouve sa plénitude. Il n'est pas plus facile de bien lancer la pelle que de lancer un disque. Avant la fatigue, si la terre est bonne, glisse bien, chante sur la pelle, il y a au moins 1 heure dans la journée où le corps est heureux. Alors, je ne suis pas en train de dire que le travail du terrassier, c'est l'idéal indépassable du travail salarié. Mais ce que je veux dire fermement, même dans le travail le plus terre-à-terre, même dans le travail que nous, moi, intellectuels, j'aurais tendance à regarder de haut, il y a des choses qu'il faut dire. Oui, il y a, comme le dit Navel, des moments de félicité. Alors, la plus belle définition qui était donnée, à mon sens, du travail, je l'ai trouvée c'est dans les écrits sur la science de Simone Weil. Je parle de la philosophe, qui dit « C'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. » Alors, cette définition montre cette double fonction du travail humain, qui est une fonction de transformation du monde, mais aussi de domestication, de maîtrise de soi. C'est la raison pour laquelle priver des générations entières de l'expérience du travail, c'est les condamner à la déraison et se préparer des lendemains mortifères. Au XIXe siècle, le capitalisme transforme le travail en marchandise. Au premier abord, il semble surprenant que le travail soit une marchandise. Pour comprendre, il est donc essentiel de déterminer la nature exacte de cette marchandise. Historiquement, le travail n'a pas été conçu comme une marchandise. Le travail a d'abord été conçu comme la façon de survivre, la façon d'assurer la subsistance des besoins. Puisque même pour la cueillette, il faut du travail. Mais donc, le travail comme marchandise va s'imposer avec ce qu'on a appelé le salariat, ce qu'on va appeler le process de développement, qui va petit à petit isoler le travailleur de ses outils
de travail. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à l'heure où je vous parle, dans beaucoup de régions du monde, notamment en Afrique, le travail n'est pas forcément perçu comme une marchandise. Parce que mon grand-père qui va dans son champ le matin, qui cultive, il travaille pour sa subsistance. Il ne travaille pas, souvent même pas pour un marché. Je me rappelle une conversation que j'ai eue avec un homme qui a beaucoup compté pour moi, avec qui j'ai eu un rapport amical, Jean-Pierre Vernant, et dont on sait qu'il a beaucoup réfléchi à la place du travail dans la Grèce antique. Et en allant à l'encontre des clichés qui disent que les Grecs avaient un mépris général du travail, etc. Et je me rappelle lui avoir demandé un jour, mais ton laboureur là, qui pousse sa charrue, le paysan grec, je ne parle pas de l'esclave, le travailleur libre, quel sens ça a pour lui? Alors il avait réfléchi, il m'a dit, quelque chose comme une prière. Donc je suis inscrit dans un milieu vital, dans des forces qui me dépassent, j'œuvre et j'espère y trouver les moyens de ma survie. Après, vous pouvez avoir des discussions sur les dates précises. Mais ce qu'on sait globalement, c'est qu'on est passé d'un régime, dit l'État sauvage, l'État de communauté, et puis la civilisation. Et dans la civilisation, vous allez avoir le régime esclavagiste, le régime féodal, et puis le régime plutôt capitaliste. Donc je crois que c'est au niveau de la construction du régime capitaliste que la marchandisation va être nette. Parce que le capitalisme, par essence, ça va être l'appropriation privée des moyens de production. Et à ce moment-là, le travail sera clairement un moyen de production, avec un prix et des modalités d'exercice. En fait, il a fallu un temps énorme pour définir le travail comme une marchandise. Moses Finlay, un grand classique, l'a souligné. Il y a de nombreuses expressions comme « vendre son temps ». Le patron dit « vous êtes là pour un temps. Même si vous avez fini, continuez et travaillez ». Mon temps, votre temps, c'est une étrange notion, mais c'est indispensable pour comprendre comment le travail devient une marchandise. Regardez les Romains ou les Grecs. Si vous leur aviez parlé d'acheter du temps, ils vous auraient regardé comme un fou. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le traitement du travail comme une marchandise est directement lié à cette conception purement négative du travail comme étant une source de désutilité. Si le travail devient, même fugitivement ou partiellement ou provisoirement ou dans certaines parties du temps, une source de satisfaction, d'utilité, alors on ne peut plus utiliser complètement un raisonnement marchand. Qu'est-ce qu'une marchandise? Ça peut être un bien, une chose, un objet ou un service produit pour obtenir un revenu. Une marchandise n'est pas forcément stockée. Ça peut être une prestation de service. En conséquence, lorsque quelqu'un échange son temps pour obtenir un revenu, son travail devient une marchandise. Mais il faut argumenter de manière encore plus précise. La marchandise dont je parle, c'est la force de travail. Pour citer un grand scientifique, Karl Marx, il a établi une claire différence entre travail et force de travail. Oui, c'est un bon point. Marx distingue le travail et la force de travail. La force de travail est votre capacité à faire une chose.
Ce que le capitaliste achète aux travailleurs est scellé par un contrat. Il concerne la capacité à travailler pour un capitaliste un temps donné. Si j'engage un plombier, un travailleur indépendant, je le paye pour ce qui a été fait, pour son travail. Mais lorsqu'un capitaliste engage quelqu'un, c'est quelque chose d'incomplet. Je dois engager quelqu'un. Et je vais essayer d'en tirer le maximum. Ce n'est pas forcément ce que le travailleur veut. Donc il y a un conflit entre l'employeur et l'employé. Ce conflit est manifeste quand on comprend que c'est une force de travail que l'employeur paye. Ce conflit entre employeur et employé est véritablement au centre de l'analyse marxiste. Il est aussi au centre de l'opération de la production capitaliste. Pour que le travail soit une marchandise, il faut que ce soit du travail abstrait, justement. Il faut que ce soit une force qui n'a pas une qualité particulière. Il faut que ce soit une force qui s'applique, à mon avis, au capital et par conséquent à la grande entreprise. Pour qu'il devienne une marchandise, il faut qu'il puisse être acheté. Et pour qu'il puisse être acheté, il faut qu'il puisse être quantifié. Et cette quantification, il va falloir qu'elle soit construite historiquement. Quantifiée soit à la tâche, soit au temps de travail. Et c'est à ce prix qu'on va pouvoir obtenir un travail dans sa forme pure, qui va être appropriable par une personne qu'on va pouvoir appeler le capitaliste, et capitaliste qui va payer quelque chose qui ressemble à ce qu'on va appeler, avec les économistes classiques, ce qu'on va appeler un facteur de production. Ça, c'est très intéressant. Ça aussi, c'est construit, la notion de facteur de production et donc de travail-marchandise. Le travail abstrait, la force de travail, est devenu une marchandise. Il faudra 60 ans pour conceptualiser son marché. Les plus grands économistes seront mis à contribution. Walras ou Marshall, par exemple. Pourtant, aujourd'hui, certains doutent que le concept soit pertinent pour décrire la réalité contemporaine. Il est vrai que le terme marché du travail est assez déplaisant. On doit se vendre sur un marché. Ceux qui se sont vendus sur ce marché ont eu le sentiment que ce n'était pas une expérience agréable. La représentation réaliste du marché du travail n'est absolument pas une représentation qui se prête à un traitement en termes de courbe d'offres et de demandes, comme sur les marchés organisés, comme sur la bourse, qui était la grande image prise par Walras quand il a commencé à formaliser la théorie de l'équilibre général. En réalité, c'est quelque chose de le marché du travail, quelque chose d'extraordinairement particulier. Vous avez d'énormes molécules qui sont les entreprises, qui embrassent l'écrasante majorité des transactions de travail. Et vous avez effectivement des gens qui sont à l'extérieur, qui sont soit inactifs mais qui veulent rentrer sur le marché du travail, ou qui sont au chômage. Et donc, ce qu'on appelle, mais d'une façon très obscure, finalement, surtout si on a l'image du marché offre-demande en tête, ce qu'on appelle le marché du travail, en réalité, la bonne image, ce serait celle d'un hall de gare. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans la salle d'attente, mais qui attendent leur train ou qui espèrent pouvoir prendre un train. Et puis il y a des gens qui montent dans le train pour aller à destination, mais au terme de cet emploi, ils en prendront un autre. Et le marché du travail, en fait, c'est la circulation des flux entre eux. Alors on peut regrouper toutes les entreprises existantes dans un gros sous-ensemble qu'on va appeler employés.
Mais il y a un autre sous-ensemble qui est chômeur, qui est, Dieu merci, plus petit, et puis un autre sous-ensemble qui s'appelle inactif. C'est une question que je pose toujours à mes étudiants. Est-ce que vous êtes déjà allé au marché du travail? Et ils me répondent, qu'est-ce que vous voulez dire? Un marché du travail, c'est une métaphore que les économistes universitaires tendent à utiliser pour décrire une relation mythique d'offre et de demande où le travail est vendu, acheté. Le prix du travail, le salaire, est ajusté selon l'offre et la demande relative. Mais qui vit cela? Est-ce que cela existe? C'est excessivement marginal. Il en existe peut-être un pour les journaliers. Mais la plupart des gens candidatent dans des entreprises qui offrent des emplois, des jobs, des boulots. Il y a une structure salariale fixe. S'ils sont acceptés, s'établit une relation continue entre employé et employeur. Je ne trouve pas que cela corresponde au modèle de l'offre et de la demande que les économistes appliquent à peu près n'importe quoi. Oui, le marché du travail, c'est une fiction théorique. C'est une fiction théorique. Et quelqu'un comme Keynes, John Maynard Keynes, l'explique très bien. Parlant de ce marché, il dit le marché suppose une offre et une demande de gens qui sont libres de faire des transactions ou de ne pas faire de transactions. Okay. Et donc pour les classiques et les néoclassiques, surtout d'ailleurs les néoclassiques que les classiques, le salaire, c'est le prix du travail et le niveau d'emploi dans une société, c'est la quantité de travail, globalement. Et Keynes dit, attention, celui qui offre son travail, le travailleur potentiel, il n'a pas le choix. Il travaille ou il meurt. Donc, vous ne pouvez pas parler de marché quand, d'un côté du marché, vous avez des gens qui n'ont pas le choix. Celui qui demande le travail, l'entrepreneur, il a le choix d'embaucher ou de ne pas embaucher. Mais celui qui offre son travail, il n'a pas le choix. Okay. Et donc, l'intelligence de Keynes, c'est de dire, vous voulez parler de marché parce que vous voulez assumer, sans le dire explicitement, la violence du système capitaliste. Ce discours devait nécessairement en venir à produire cette catégorie de marché du travail pour la raison idéologique qui préside à tous les usages du mot marché et qui sont des raisons de déni généralisé de la conflictualité propre aux échanges économiques. Et à plus forte raison dans la sphère du travail, qui, dans le mode de production capitaliste, repose fondamentalement sur les mécanismes du chantage à la survie matérielle, de la prise d'otage par la propriété unilatérale des moyens de production, donc des menées qui sont intrinsèquement violentes et qui, à ce titre, appelaient une dénégation particulièrement spectaculaire, en juste proportion de la violence des choses à dénier. Alors évidemment, dans cette affaire, la catégorie de marché du travail faisait parfaitement l'affaire. Comme il y a le marché au Poire William, eh bien, il y a le marché où de gentils entrepreneurs proposent à de gentils salariés de quoi s'employer, se réaliser, pour que tous, frères, participent à une grande œuvre collective. Bon, globalement, c'est ça l'histoire qui est racontée. Mais enfin, les intéressés savent ce qu'elles valent. Enfin, il suffit de leur poser la question, d'ailleurs. Capital et salariat s'opposent, deux forces antagonistes. Le déséquilibre est manifeste. Le capitaliste contrôle les moyens de production, le salarié ne possède que sa force de travail. Grâce à l'apport du monde syndical, le droit du travail s'est peu à peu constitué
pour rééquilibrer la relation entre capital et travail. C'est une matière passionnante, le droit du travail, si vous voulez. Pourquoi c'est passionnant? Parce que c'est le résultat de la collision de l'ordre juridique avec des mutations scientifiques et techniques sans équivalent dans l'histoire qui interviennent au XIXe. Les conditions de vie des travailleurs, du paysan français du XVIIIe n'étaient pas très différentes de celles du paysan romain. Et puis survient la révolution technique et qui bouleverse à un moment donné évidemment tous les équilibres acquis, et on invente un droit qui va permettre de survivre à ce choc et même autant que possible de le rendre bénéfique pour une plus grande partie de la population. Dans l'ordre ancien, on pensait qu'il y avait un ordre de la justice qui était inscrit dans les lois. Et puis, le droit avait pour fonction de faire respecter autant qu'il était possible cet ordre. Avec le droit du travail apparaît une nouvelle idée de la justice, qui n'est plus définie a priori. On va dire, qu'est-ce qui est juste dans le rapport d'échange salarial? Eh bien, pour que cette justice advienne, il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Et c'est par le jeu du conflit et de la négociation qu'on va avoir une définition tâtonnante de la justice sociale, tâtonnante et évolutive. Et on a vu dans les grandes manufactures, puis dans les grandes entreprises, des masses importantes d'ouvriers, d'ouvrières ou d'employés se faire défendre par des organisations syndicales auxquelles ils adhéraient. Et le droit du travail, c'est la résultante d'une mobilisation de la part des travailleurs qui sont conscients de s'engager dans leur travail. Lorsqu'ils entrent dans une entreprise, ils s'engagent véritablement dans un travail. Et donc, la nécessité en retour de la part de l'employeur de leur garantir des conditions de travail qui fassent en sorte qu'il n'y ait pas d'altération de leur santé physique et mentale, et puis qu'ils puissent avoir des certitudes quant à la stabilité, par exemple, de leur emploi et de leur rémunération. Donc le droit, c'est le reflet, en quelque sorte, des batailles qui ont été menées par les organisations syndicales et grâce à la mobilisation des travailleurs pour obtenir des protections, des garanties, et c'est devenu le Code du travail. Le droit du travail va permettre de rendre humainement vivable le progrès technique. C'est une technique d'humanisation des techniques, en ce sens. Bon. Alors ça, c'est un premier impératif de sécurité physique, qui ensuite va se développer en sécurité économique. Il faut faire en sorte que quand même, s'il est chargé de famille, il puisse aussi élever ses enfants. C'est de l'intérêt bien compris du patronat. Que s'il est malade, il survive quand même à sa maladie. Bon. Ça, c'est tout un pan du droit du travail. C'est d'assurer le temps long de la vie humaine pour rendre possible un temps court des marchés où on fait comme si c'était une marchandise. Voyez. Un autre aspect du droit du travail, c'est que ce qui justifie le marché, c'est l'idée de contrat. Le marché, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande qui se noue dans un contrat. Et c'est le contrat qui fixe la loi de l'échange entre du temps de travail et du salaire. Mais on a bien conscience de la dissymétrie des contractants dans le cas du contrat de travail, puisqu'il y en a un, alors là, Marx, il y en a un qui a du capital, etc., puis l'autre n'a rien que sa propre force de travail, c'est le prolétaire. Bon. Donc le droit du travail va intervenir pour rétablir un certain équilibre de la négociation des conditions contractuelles de l'échange. Et ce rétablissement se fait par la reconnaissance de liberté collective. C'est-à-dire, au plan individuel, cette égalité n'existe pas, elle est introuvable. On va tâcher de la rétablir au plan collectif en admettant l'organisation collective, des formes d'action collective et la négociation collective. C'est les trois piliers du droit collectif du travail.
Nous exerçons un certain nombre de droits, particulièrement le droit du travail. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec votre employé. Avec votre esclave, vous aviez un droit sur sa vie. Vous aviez le droit de tuer votre esclave. Au Moyen Âge, les seigneurs féodaux avaient des serfs qu'ils pouvaient punir physiquement, voire les tuer. Donc il y a une différence fondamentale entre le travail salarié moderne et le servage ou l'esclavage antique. Dans une société éclairée comme la nôtre, il est nécessaire de veiller au respect de nos droits et simultanément récuser l'argument que la concurrence mondiale en nécessiterait une réduction. C'est inacceptable. En fait, c'est dans le domaine du droit du travail que le néolibéralisme a l'impact le plus important. Parce que le néolibéralisme, c'est, entre autres choses, un discours sur le droit. Et de la même manière que c'est un discours sur la société, c'est-à-dire qu'on va essayer d'économiciser la société, on va aussi essayer d'économiciser le droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire économiciser le droit? Et donc, en particulier, le droit du travail. Ça veut dire que le droit, qui aurait pu être considéré, par exemple, comme un agent de protection des individus, ici, il va devoir être utilisé comme un moyen de maximiser la concurrence. Donc, on va faire en sorte qu'on soit en fait dans un droit qui a d'abord une vocation de produire de l'efficacité économique. Le droit n'est pas là, en fait, pour permettre la justice sociale. Les néolibéraux, Hayek en premier lieu, ont écrit longuement sur l'idée que la justice sociale est un mirage. Et ça, c'est lié à l'idée plus générale que la société, le social, n'existe pas. Il n'existe pas de raison extérieure qui devrait décider que telle situation est plus juste que telle autre situation. Et il n'existe aucun mécanisme démocratique ou non qui puisse s'assurer que telle allocation est plus juste qu'une autre. Donc on évacue complètement la notion d'une justice sociale, une justice allocative, une justice distributive, au profit d'un seul type de justice, qui est la justice procédurale. Qu'est-ce que c'est que la justice procédurale? La justice procédurale, c'est l'idée que si tous les agents, si tous les acteurs sont d'accord pour contracter, alors tout ce qui pourrait résulter de ce contrat est juste. Si on est tous d'accord pour jouer le jeu économique, mais que ce jeu économique, il rend certaines personnes dans l'économie très très pauvres et d'autres personnes dans l'économie très très riches, on ne revient pas dessus. Le droit est uniquement un droit qui doit organiser les règles du jeu. On avait toujours pensé qu'il fallait respecter sa parole. C'est un élément fondamental. Bon. La force de la parole donnée. Ça se dit en latin « pacta sunt servanda ». Bon. Et analyse économique dit « ben oui, mais prenons un cas. Je vous ai promis de vous livrer un médicament pour une valeur de 1 000 €. Vous en avez besoin, vous êtes malade. Mais quelqu'un me propose 10 000 pour le même médicament. Bon, ben je fais un calcul d'utilité. J'ai intérêt à lui vendre 10 000, et puis vous, je vais vous indemniser. Peut-être 1 000 ou 2 000. Et je vais faire un profit de 8 000. Alors les économistes disent ça, en analyse économique du droit, on va dire ben, c'est une meilleure allocation de la ressource. Donc ça veut dire que ce type d'analyse économique s'en prend au cœur même de la normativité juridique, c'est la force obligatoire de la parole.
Et ce qu'on peut dire, c'est que dans un monde où la parole ne vaut plus rien, eh bien, il n'y a que la violence qui peut surgir. De ce point de vue, il y a un peu de prévisibilité par l'analyse juridique. Et le lien avec le droit du travail, eh bien, ce sont les réformes les plus récentes du Code du travail, où on a barémisé les indemnités qui sont dues en cas de licenciement illégal, comme vous le savez. Pourquoi ? Pour permettre à l'employeur de faire un calcul. Ce salarié, j'ai rien à lui reprocher, mais il a vraiment une tête qui ne me revient pas, ou il a une religion... Enfin, dans ce cas, ça serait un peu différent, parce que s'il arrive à prouver que c'est une discrimination, la barémisation ne jouera pas. Mais en fait, je le licencie sans avoir de motif, ou alors pour des motifs inavouables, et je m'expose à une sanction. Alors, la règle avant cette réforme, c'était... vous étiez tenu par votre contrat, donc si vous violez le contrat, vous devez réparer le préjudice causé au travailleur. Donc c'est le juge qui appréciait le préjudice. Et on réparait l'intégralité du préjudice. Qu'est-ce qu'ont fait les réformes ? C'est de dire non, on va faire un barème, ce qui va permettre aux employeurs de calculer qu'est-ce qui est le plus avantageux. Je respecte la loi ou je la viole ? Bon, alors, si je la viole, je sais que ça me coûtera tant. Finalement, c'est pas si cher. Le contrat de travail lie l'employeur au salarié. Il définit sa rémunération, ses horaires, les protections auxquelles il a droit et ses obligations. Ce contrat repose sur une relation spécifique, le lien de subordination. Les juristes romains, pour penser ce type de figure, ont dit, au fond, celui qui est payé pour travailler sans être propriétaire du produit de son travail, c'est comme s'il était à lui-même son propre esclave et qu'il se vendait lui-même. La formule en latin, c'était locat se, ça veut dire il se loue. Donc à l'origine du contrat de travail, il y a l'idée d'une location de choses et d'une location de soi-même. Et cette figure va courir jusqu'à la Révolution française. Et dans le Code civil, le louage de service apparaît encore comme une variante des louages de choses. Donc le processus d'invention du contrat de travail, si je prends le cas de la France, se déroule sur tout le XIXe siècle. L'expression elle-même ne commence à s'imposer qu'à la fin du XIXe. On va continuer à parler de louage de service, et on est encore dans un monde où l'artisanat joue un rôle important. Mais pendant toute cette période intermédiaire, il y a des débats juridiques sans fin sur la nature de ce contrat impossible à penser. Comment, dans une société libre, il peut y avoir des êtres humains qui soient entièrement sous les ordres d'un autre dans une société démocratique. Vous voyez bien qu'il y a une antinomie latente. Le contrat de travail, sous sa forme standard, actuelle, dans tous les pays, que ce soit de droit anglo-saxon, soit de droit européen continental, donc nous sommes bien d'accord, le salarié est quelqu'un qui reconnaît à quelqu'un d'autre, son employeur, le droit de lui donner des ordres. On renonce à une certaine liberté de comportement, au moins à l'intérieur de certaines limites. En échange de cette renonciation, on reçoit une rémunération qui ne peut pas être fondamentalement dépendante de l'activité économique. L'idée, c'est une rémunération qui ne dépend pas trop directement de l'activité économique, mais on accepte de rentrer dans une relation de subordination. Les économistes ne pensent pas en termes de subordination. Alors il y a des raisons techniques à ça et il y a des raisons historiques. Les économistes considèrent que, de manière implicite, si on arrive à assurer dans un pays le plein emploi, on règle le problème du pouvoir et on règle le problème de la subordination parce que quelqu'un qui n'est pas content de son emploi, il peut le quitter pour en retrouver un. Il n'y a pas à payer un prix très fort, à être au chômage, potentiellement au chômage pendant longtemps. Donc cette question de la subordination, elle ne s'est pas posée parce que les économistes réfléchissent en fonction des institutions dans lesquelles ils vivent et ce n'était pas une question qui était pressante par rapport à, par exemple, les questions de l'économiste de l'emploi dans les années 60-70. Ce n'était pas la subordination parce que, encore une fois, on était dans un contexte de plein emploi. C'était par exemple le problème des discriminations. Donc ça n'a pas trop été pensé, ce rapport de subordination.
Et puis, ça a posé des questions de pouvoir, et les questions de pouvoir, donc les économistes ont du mal à modéliser le pouvoir, et c'était des questions qui, à nouveau, sont normatives, et donc qui ne plaisaient pas trop aux économistes. Alors, on les a sortis par la porte, et ce qui est très intéressant, c'est que ça revient par la fenêtre aujourd'hui. La nature du lien de subordination entre le salarié et son employeur, elle est double. On va dire il y a une nature formelle, juridique, la nature apparente. C'est-à-dire, pour un moment donné, le salarié se met aux ordres de l'employeur et dans les limites définies par la loi, il doit accomplir le travail que lui désigne l'employeur. Et puis il y a un lien plus profond, une subordination plus profonde que justement sur laquelle Marx avait mis le doigt, c'est-à-dire que le salarié, il est libre, mais du fait qu'il ne possède pas les moyens de production, il est surtout libre de crever de faim s'il ne travaille pas pour un capitaliste. Après, on va dire, il est libre de choisir lequel, mais il n'est pas libre de pas crever de faim. Et donc, à partir de là, il y a une subordination bien plus insidieuse, bien plus profonde. On peut dire qui se fait d'une manière anonyme par les lois du marché, par les simples lois de la concurrence, et qui dit que si vous êtes dépourvu de capital, si vous êtes un simple travailleur, vous devez trouver un capitaliste qui veut bien de vous et qui va bien vouloir avoir la gentillesse d'exploiter votre travail. Et si vous n'en trouvez pas, malheur à vous. Dans la population, il y a au fond deux types d'individus. Il y a d'un côté des individus qui n'aiment pas le risque. Ces gens-là sont très nombreux. Ils n'aiment pas le risque et donc ils acceptent le lien de subordination, c'est-à-dire ils acceptent de devenir salariés, et en contrepartie, ils obtiennent une sécurité contre la subordination, qui est le fait d'avoir un revenu mensuel assuré. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à assumer le risque. Et ces gens-là, ce sont les entrepreneurs qui assument le risque, qui ne sont pas protégés, et qui, si le risque tourne mal, c'est-à-dire s'ils font des pertes, doivent, en quelque sorte, payer ces pertes. Quand on développe cette conception libérale de la subordination, on oublie deux choses. On oublie le fait que les salariés sont entièrement protégés du risque, c'est vrai. Ils touchent un salaire certain à la fin du mois, sauf dans deux cas. Deux cas très importants. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas protégés contre une baisse possible des salaires ou une limitation de l'augmentation. Et ça peut être lié tout simplement à la situation économique dans laquelle on se trouve, notamment les situations de crise. Mais au-delà des situations de crise, des situations de détérioration de l'économie. Mais il y a aussi un autre risque. Cet autre risque considérable, c'est le licenciement. La jurisprudence du droit du travail, elle au moins ne se paye pas de mots. Elle caractérise le rapport salarial comme un rapport de subordination et d'obéissance hiérarchique, et qui s'énonce en réalité dans une alternative aux termes parfaitement tranchés. Soit tu plies, soit tu te barres. C'est ce qui est commandé ou la porte. Dans le cadre du lien de subordination, l'employé renonce au libre arbitre de l'usage de son temps. Il le remet à l'employeur qui décide de l'organisation du travail dans lequel l'employé va œuvrer. Alors, est-ce qu'on peut considérer que dans un monde aussi complexe qu'est devenu le nôtre, cet échange, cette absence de réciprocité où l'un dépend de l'autre est raisonnable et performante? On peut se poser la question, et à mon avis, on doit se la poser. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que, et c'est pour ça que certains disent qu'il faut libérer l'entreprise sans libérer véritablement les salariés du lien de subordination, on a besoin de la capacité d'initiative, de l'intuition, de l'expérience, de l'inventivité des salariés pour que l'entreprise soit efficace et que le travail réalisé par chacun porte ses fruits. On en a besoin. Et le lien de subordination, c'est quelque chose qui verrouille
qui entame justement cette capacité d'inventivité, la qualité de l'apport du salarié qui est contraint, contenu, sous surveillance, contrôlé, et qui est délétère du point de vue de la santé physique et mentale, et qui n'est pas performante pour l'entreprise. Cette définition de la subordination, que les juristes ont dû construire en droit pour trancher les litiges, évidemment, elle est un très mauvais instrument pour gouverner l'entreprise. Vous voyez ? Donc très vite, c'est fait un décalage. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer ? Vous avez un conflit entre l'ingénieur carrosserie, l'ingénieur du dessous, et le chef arrive, il dit ah ben, je vais trancher pour le carrossier. Ben, il va éviter le chef. Certes, il pourrait mobiliser le jugement de subordination, mais il ne va pas abuser d'une position d'autorité que lui donnerait la justice à ce moment-là. Donc en fait, on a un décalage entre un concept juridique qui a, en quelque sorte, qu'on a dû développer pour créer la légalité de la situation, et une réalité du travail qui est incompatible avec la subordination. Donc là, il y a une absence, un vide total, qui fait que personne ne remet en cause le lien de subordination, qui est un archaïsme absolument inouï. Il y a un impensé sur cette possibilité de remettre en cause le lien de subordination, parce que, dans les esprits de l'opinion publique, l'entreprise appartient au patronat. Et donc, le salarié, quelque part, appartient au patronat. Alors, supprimer la subordination dans le contrat de travail, c'est supprimer le capitalisme lui-même. Enfin, je veux dire, jamais un employeur n'acceptera, dans la période actuelle, d'employer des gens et de les payer sans avoir le droit, justement, d'être le dirigeant de leur travail. Parce que la subordination est consubstantielle au salariat. Penser un salariat sans subordination, c'est comme essayer de penser un cercle carré. Ça n'a pas de sens. C'est une chimère. Le dépassement de la subordination dans l'activité collective de la production supposera nécessairement la sortie du salariat, c'est-à-dire la sortie du capitalisme. Le travail est un concept intemporel. Les chasseurs-cueilleurs travaillaient, les serfs du Moyen-Âge aussi. Les ouvriers de la fin du XIXe siècle travaillaient comme une majorité d'hommes et de femmes aujourd'hui. Avec le marché du travail apparaît un nouveau concept, l'emploi.